Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors, moi je suis content de te retrouver aux secondes rencontres du magazine Top Secret. J'ai eu la chance de te rencontrer il y a une dizaine d'années lors des repas ufologiques de Paris. Je me souviens, oui. Et il faut dire que pour quelqu'un qui ne connaît rien à la physique quantique, à la mécanique quantique, tu es une personne qui arrive à passionner les gens, passionner les foules dans ton discours, qui est très fluide. Et je veux dire, quelqu'un qui ne connaît pas le sujet est très vite pris dedans. Tu es aussi un ufologue, si je ne me trompe pas? Pas du tout. Pas du tout? D'accord, très bien, autant pour moi. Ceci dit, je salue le travail très désintéressé et finalement très ennuyeux, parce que ça demande beaucoup de patience, beaucoup de dépenses d'argent, d'énergie, des ufologues qui ramassent les témoignages, etc. Un peu comme le fait aussi le GEPAN, bien sûr. Mais je pense que c'est des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime, parce qu'ils font la partie qui est la plus importante du travail et qui est la plus ingrate. Donc c'est ces gens-là qu'il faut applaudir. C'est pas des gens comme toi ou moi qui après analysent ces données et puis tirent leurs hypothèses ou leurs conclusions. Donc j'en profite pour dire que bravo les ufologues. Moi je suis pas du tout ufologue, mais je dis bravo messieurs, mesdames, continuez, parce que votre travail est dans l'ombre, il est ingrat, mais il est essentiel. Alors toi, Jean-Marc, à la base, tu as quelle formation? Tu es un autodidacte? Alors moi, c'est suite à une maladie de l'œil, enfin je suis devenu aveugle à 95% à l'âge de 16 ans. J'avais arrêté en classe de seconde mes études. Après, comme j'avais une compagne que j'ai connue à l'âge de 18 ans qui était mathématicienne, universitaire, j'ai pu continuer, parce que j'adorais la physique, j'étais passionné étant gosse, etc., mais pour le plaisir, hein, comme d'autres aiment les timbres, les insectes, etc. Et alors donc j'ai pu continuer à étudier de façon tout à fait autodidacte moi-même, tout en travaillant à côté, hein, je faisais des jobs divers dans la vie, mais je le faisais pour le plaisir. Vraiment, moi j'ai fait de la physique par passion, amour du savoir, pour comprendre simplement. Pour comprendre. Et alors il s'est trouvé que comme à l'époque je m'étais passionné pour ce qu'on appelle l'optique linéaire, c'est tout ce qui est les lasers, l'holographie, ce genre de choses, j'avais étudié sur le papier, j'avais aucun moyen. Hein. Moi j'ai rarement gagné plus que le SMIC dans mes jobs, hein, comme beaucoup de jeunes. J'ai étudié des choses qui intéressent un physicien. J'ai étudié par exemple comment diminuer le bruit de fond sous des faisceaux laser pour faire certains types d'images synthétiques. Enfin peu importe, je vais pas embêter tes amis avec ça. Et apparemment, j'avais trouvé une petite solution très particulière d'amélioration de certains faisceaux laser. Et moi, naïf, je vais voir le vice-président de l'université de Strasbourg, un institut de physique, qui s'appelait M. Grossman, et je lui dis, est-ce que je peux tester le dimanche sur vos matériels d'optique, etc. Mon petit principe que j'ai calculé comme ça, mais juste comme ça, j'étais très naïf parce que je ne connaissais pas la lourdeur du système universitaire français. Et lui, il s'amuse et il me dit, bon, exposez-moi au tableau mathématiquement ce que vous allez faire. Je lui expose, il dit, mais c'est très bien, vous avez fait un truc, je connais une vingtaine d'équipes qui travaillent dessus sur le même sujet, vous avez une solution originale. Non seulement vous allez la tester, mais pour pouvoir la tester, il faut que vous vous inscriviez au moins pour un Master 2. Parce qu'on n'a pas accès à des outils de labo, c'est normal, si on n'est pas Master 2, parce que là on peut être chercheur. D'accord. Sans salaire d'ailleurs, mais avec des moyens de recherche. Alors j'ai dit, ah bah oui, il m'a dit, bon, vous avez fait un bac C, machin. Je dis, bah non, j'ai pas eu le bac, j'ai pas pu le passer, puisque j'ai dû arrêter à cause de mon problème de vue. Alors il me dit, bon, il dit, je vais voir, je vous rappellerai. Puis quelques semaines après, il m'a rappelé, c'est un monsieur qui avait le bras long, et un mandarin, comme on dit, et il avait obtenu une dérogation au niveau des ministères, si vous voulez. C'est très rare, mais ça se fait. Une dérogation pour que je puisse passer, sans avoir fait le cursus habituel, en Master 2, à condition que je passe par une commission du laboratoire qui vérifie mon savoir. Là, il ne va pas prendre quelqu'un qui n'est pas au niveau, il ferait des bêtises, forcément. Et donc j'ai eu comme un petit examen, c'était une après-midi où des tas de chercheurs me posaient quelques petites questions pièges dans mon domaine. Ils ne me demandaient pas d'être un spécialiste en tout. Mais il voulaient voir si je maîtrisais le domaine de l'optique non linéaire, mon domaine, etc. C'est-à-dire l'optique quantique, si tu veux. Bon, j'étais à la hauteur, même si je l'avais fait de façon autodidacte. Sur le plan mathématique, j'ai pas de mérite parce que j'avais une femme mathématicienne. C'est le seul truc qu'on a du mal à apprendre tout seul. Hein. Je dis ça à mes autodidactes. Pour la partie, toutes les sciences, vous pouvez les apprendre seul, si vous êtes sérieux et travailleur. Les maths, il faut que vous ayez un mathématicien, au moins un ami qui vous aide, parce que sinon vous ferez des erreurs très graves de compréhension ou de sens. Alors moi, j'avais une compagne qui était mathématicienne, donc il n'y avait pas de problème. Et ils ont été satisfaits, et donc j'ai fait une recherche très précise pour faire ce qu'on appelle les hologrammes synthétiques. C'est des hologrammes qu'on fait à partir d'images, de milliers d'images de base, peu importe. Bon, et puis après, une fois que j'ai fini ça, j'ai eu mon Master 2, je suis passé dans le privé, j'ai repris mon activité professionnelle. Parce que bon, il m'avait dit, vous pourriez éventuellement obtenir un poste de maître assistant, etc. J'ai dit, mais ce serait pas juste, parce que des gars qui font toutes leurs études, qui se privent de tout pendant 8 ans pour faire leur doctorat, etc., et qui attendent un poste, je vais pas leur prendre leur poste. Même si j'avais pu. Donc il n'était pas question que je fasse, je dis moi je suis ma vie, etc. J'ai jamais voulu des diplômes. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de vérifier le petit truc que j'avais étudié, c'est tout. Est-ce que tu as développé des théories qui sont aujourd'hui, qui peuvent être vérifiées? J'utilise les théories existantes, par contre, je choisis celles qui me paraissent le plus rentables, disons.
dans un but donné. Parce qu'il faut bien que tu comprennes qu'il n'y a pas un modèle. Tu as un certain nombre de lois de base que personne ne peut nier. Celui qui les nie, soit il est très ignorant, soit c'est un escroc. Peut-être pas volontaire, mais il faut être honnête, il y a des choses qui sont bien établies et qui le resteront. Par exemple, en mécanique quantique, les valeurs prévues dans les équations de mécanique quantique, plus on les vérifie pour justement les prendre en défaut, plus elles se confirment. Alors je dis bien, ça veut dire que les formules mathématiques, si tu veux, que tu utilises pour prévoir des états, des énergies, etc., sont justes. Par contre, ça ne veut pas dire que l'interprétation que tu en fais est juste. Mais le socle, si tu veux, de calcul est tout à fait juste et je défie quiconque de le remettre en cause. On peut peut-être le compléter, on peut peut-être avoir une expression plus simple plus tard, mais ça ne remettra pas en cause les valeurs prévues. Et donc il faut être très clair là-dessus. Moi, ce que je remets en cause, je n'ai jamais remis en cause ça. Je suis moi-même dans le mainstream, comme on dit, le courant dominant, mais en honnêteté. Parce que moi, j'ai rien à défendre. Tu comprends, un chercheur, il faut qu'il défende sa carrière, je comprends. Moi, j'ai rien à défendre, puisque j'ai fait ma petite carrière dans le privé. Après, j'ai conçu des planeurs de vol libre, en aviation, parce que j'adorais le vol libre, et des choses comme ça. J'ai conçu même des petits drones, des trucs d'aérodynamique, et aussi des trucs en optique, mais pour moi, enfin, des trucs d'application qui ne sont pas des grands trucs scientifiques, c'est plutôt des choses pratiques, si tu veux, d'application. Mais ceci dit, j'ai continué toujours à étendre le champ de ma connaissance. D'accord. Alors, comment ton champ de la connaissance t'a amené à t'intéresser au programme spatial clandestin américain? D'abord aux ovnis, et ensuite de là à l'hypothèse qu'il y aurait aussi des engins que nous fabriquons nous-mêmes, que les militaires fabriquent. Alors pourquoi? Alors la première chose, c'est que d'abord, comme beaucoup de gens, j'avais vu un ovni, c'était en 1970, pardon. Je me promenais avec ma mère et son chien dans une montagne qui s'appelle Lummersberg, qui fait 900 mètres dans les Vosges. Et tout d'un coup, on voit un dôme, c'est les ovnis en dôme, vous savez, vous regardez sur internet les types d'ovnis, il y a cette photo, c'est l'ovni en dôme classique, qui avançait en oscillant, comme le fait ma main ici, et le truc classique, vous voyez sur beaucoup de vidéos authentiques d'ovnis, rien de spécial. Par contre, l'intérêt, c'est que là, j'ai pu savoir qu'il était à peu près à 600-700 mètres de nous, parce qu'il est passé devant le sommet de la montagne. Sinon, il aurait pu être aussi bien à 10 km géant qu'à 1 mètre microscopique. On ne peut pas évaluer la taille comme ça. Et donc, c'était et alors, c'était un de ces ovnis, mais ce qui est intéressant, c'est que c'était pas du tout une boule de lumière ou des choses comme ça. C'était une coque en aluminium brillante, extrêmement nette, avec simplement une lumière dorée sur l'équateur, vous voyez. D'accord, Et c'est tout. Et l'engin oscillait comme ça, et tout d'un coup, il s'est un petit peu arrêté. Et il y a eu comme un flash, vous voyez, comme un petit flash photo, et il a disparu. Et alors, ce qui m'a intrigué, bon, moi je me suis douté que c'était des ovnis, parce que même nous, quand on était ados, on entendait parler dans les bandes dessinées à l'époque, des ovnis, etc. Donc, mais je n'étais pas intéressé vraiment au truc, je le voyais comme tous les jeunes, en disant putain, si c'est vrai, c'est bandant, c'est super, comme dans les. T'avais quel âge à ce moment-là? Les Marvels. En 70, je suis né en 54, donc j'avais. Une trentaine d'années peut-être? Non, beaucoup plus jeune. J'avais 16 ans. 16 ans, d'accord. Et alors, là, ça n'a pas été un choc, je ne peux pas dire que j'ai été sidéré. J'étais déjà d'une génération où quand on avait lu nos petits Marvels et autres, on disait ouais c'est chouette, c'est peut-être pour de vrai, mais sans plus. Et surtout ce qui m'a intrigué, par contre, je me suis dit peut-être que j'ai vu, je sais pas, un ballon ou quelque chose, mais en même temps ça ressemblait pas quand même. Et surtout mon chien était affolé, il hurlait à la mort en étant à plat ventre. Il n'a pas jamais fait pour un ballon. Et alors, et ce qui m'a intrigué aussi, c'est qu'à peu près 10 minutes après, j'ai vu passer 3 Mirage 3, tout blindés, dans le même axe. Alors, soit ils faisaient un vol d'entraînement, soit ils essayaient d'intercepter l'éco-radar, c'est possible. Ça, j'ai jamais pu avoir d'infos. Enfin, l'appareil en question, l'objet volant non identifié, n'était plus là. Non, il a disparu. Il a disparu, oui, tout à fait. Il volait lentement, ça suivant une ligne, puis tout d'un coup, paf, il y a eu un éclair, il n'était plus là. Je pense qu'il a accéléré tout simplement. Et alors, de ce jour-là, je me suis dit, bon, j'ai commencé à m'intéresser un peu aux ovnis, mais en achetant, à l'époque on n'avait pas internet, on n'en parlait pas à la télé ou à la radio, donc j'ai acheté ces bouquins noirs, là, Lafon, je sais plus quoi, c'était bon. Moi comme j'étais un passionné de physique, ça m'agaçait un peu, parce que les types donnaient des témoignages passionnants, mais les interprétations qu'ils faisaient, T'étais plutôt du genre à vouloir avoir triste, parce que la vérification des informations, peut-être avoir des... Que quelqu'un soit pas scientifique, c'est pas un problème. Je veux dire, pour moi, je pense qu'un artiste est beaucoup plus riche quelque part qu'un scientifique, ou que quelqu'un qui aime la physique. On est peut-être des gens un peu étroits finalement, pas très malins finalement. Je vois souvent beaucoup plus d'intelligence chez les artistes que chez les scientifiques. Mais il y a quand même une chose que j'admets pas, c'est que moi, ce que je demande, c'est de l'honnêteté. C'est-à-dire que c'est pas du tout un problème si, par exemple, un ufologue, par exemple, n'a aucune notion scientifique, c'est pas un problème, il peut être un excellent ufologue, mais il faut qu'il demande conseil à des
des gens. Bien sûr. Alors évidemment, s'il le demande à des chercheurs en poste, ils ne voudront pas en parler, ils ne veulent pas foutre en l'air leur carrière, se ridiculiser. Mais il peut le demander à des étudiants, ils seront ravis. Il prend des étudiants d'une école d'ingénieur ou autre, qui a une bonne culture en physique, maths sup et tout, il assure. Et il pourra lui dire, écoute, tu peux, même si tu ne crois pas aux ovnis, moi tu vois, j'enquête, je te montre des cas, je te montre les enregistrements des témoins ou s'il y a des traces ou des photos, et tu me dis ce que tu en penses, tu me donnes des idées. Quoi. Et ça, il y avait beaucoup d'ufologues à l'époque qui ne le faisaient pas. Maintenant, ils le font, hein, mais à l'époque, c'était pas le cas. Et moi, ça m'énerve un peu, ce qui fait que je peux dire que c'est pour ça que je ne suis pas rentré dans une passion pour l'ufologie, parce que j'étais toujours agacé par ce manque de rigueur, et en même temps, j'admirais le travail de recueil, de renseignement de ces gens qui est admirable, hein, qui était déjà admirable à l'époque. Et alors, après, je suis tombé sur des bouquins en langue anglaise, parce que j'ai une moitié de ma famille qui vit aux États-Unis, donc je leur demandais de m'acheter des bouquins plus complets qu'en France. Et alors là, déjà à l'époque, j'étais au courant de toutes les théories folles qui circulaient pas en France. Hein. Les trucs bidons, les fakes, hein, etc. Parce qu'en France, il y avait beaucoup moins de théories folles, à part les montages fakes comme les Humites ou les Raéliens, il n'y avait rien. Parce qu'aux États-Unis, ça pullule. Ça pullule, évidemment. Les faux abductés, tous ces machins. Alors ça me faisait rigoler, mais par contre, j'avais remarqué que déjà dans les années 70, ils commençaient à parler de whistleblowers, de donneurs d'alerte. Il y en avait déjà des types qui pouvaient prouver qu'ils avaient été des gens dans le complexe militaire-industriel ou dans d'autres trucs et qui disaient mais nous on a vu des choses très sérieuses. On nous a demandé évidemment de la fermer comme on dit, et là je me disais il y a quand même peut-être quelque chose de crédible là-dessus. Et c'est là aussi qu'on entendait les premiers échos de gens qui disaient mais nous avons reproduit ces techniques. Nous en faisons aussi. Alors là je me suis dit ça m'intéresse. Parce que les extraterrestres ça peut pas m'intéresser, pourquoi? Parce que tu ne pourras jamais aller plus loin que ce qu'on a vu. Je veux dire, tant qu'un extraterrestre ne vient pas en te disant je vais t'expliquer, je vais répondre à tes questions. On spécule, mais rien concret. On tourne en rond. Alors je me suis dit par contre, quelle est la première étape? Une fois qu'on a établi que sur disons 100 cas, il y a un cas authentique d'OVNI. En 99 cas, on se gourre, c'est normal. Il y a tellement de phénomènes naturels artificiels qu'on peut prendre, on va faire, tu connais le sujet, mais il y a quand même disons un cas sur 100 qui est un objet matériel, c'est-à-dire et qui volant et qui n'est absolument pas identifié. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est pas un truc naturel à nous, c'est pas un truc artificiel à nous. Il y a là, qu'il soit extraterrestre ou pas, même s'il est très probablement, la partie extraterrestre ne nous intéresse pas, parce qu'on ne peut pas répondre. Tout à fait. On n'aura jamais d'éléments scientifiques. Par contre, on peut se poser des questions sur le moyen de propulsion. Bien sûr. Ça, on a de la prise là-dessus. Et donc, je me suis penché là-dessus. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à l'existence des ovnis. Bien sûr, c'est très difficile. Ça paraît encore plus improbable pour ces gens-là de croire ou d'accepter l'évidence que nos gouvernements possèdent la technologie qui peuvent reproduire donc celle de ces fameux objets volants non identifiés. Et c'est encore plus improbable pour ces gens-là de se dire que finalement certains de nos gouvernements ont eu déjà l'occasion et la possibilité d'aller sur Mars ou d'aller bien au-delà même. Tout à fait d'accord. Finalement, sur quoi on pourrait argumenter pour ouvrir une porte dans l'esprit, dans la faisabilité, dans le champ des possibles. Étapes. Ça regroupe finalement plusieurs problèmes. Alors, premier problème, savoir, Mars, les bases et tout, on peut en parler à la fin, mais bon, ça c'est très spéculatif, même s'il y a des témoignages, ça n'est que des témoignages. Et quelques photos planétaires, mais quand on voit des structures artificielles, ça peut très bien être extraterrestre, c'est pas forcément des militaires terriens ou autres qui font ça. Alors, on va commencer par le début. Les ovnis. Il n'y a toute personne qui a étudié le problème a la certitude, au sens de la certitude de la preuve scientifique, que ces engins ont un comportement piloté intelligent. Alors on peut imaginer que c'est soit des drones pilotés à distance, soit des engins avec des gens dedans. Mais dans les deux cas, peu importe, ils sont pilotés. Il s'agit d'engins artificiels. Et ça, tous les ufologues le disent, mais ils ont raison, c'est une certitude, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas étudié le dossier, je comprends très bien qu'il mette ça en cause, mais quelqu'un qui a étudié le dossier et qui continue à le mettre en cause est malhonnête obligatoirement. Parce qu'il y a des milliers d'éléments de preuve. Ce n'est pas une preuve, ni 100, c'est des milliers. Et là, je prends les cas les plus irréfutables, où il y a des traces au sol, traces hautement radioactives par exemple, qui parfois persistent pendant 10 ans, où rien ne pousse. Tu peux nous citer un exemple, par exemple? Moi, j'ai pas les trucs de comme Vance, etc. Mais ça, c'est à toi de retrouver. Hein, parce que je te dis, je ne fais pas d'ufologie, donc j'ai lu tous ces rapports. J'ai lu les rapports du GEPAN avec Denis, etc. Ils sont extrêmement sérieux d'ailleurs, les rapports américains, etc. Et bon, là, je renvoie les gens. Tu as un expert bien meilleur que moi dans ce domaine. Mais maintenant, à partir du moment où on sait qu'on a des objets artificiels,
on s'en fout de savoir d'où ils viennent, supposons extraterrestres pour se simplifier la vie, mais c'est pas forcément, qui se propulsent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir d'où ils viennent, puisque je peux pas le savoir. Ouais. Jusqu'au moment où soit des types qui les auraient rencontrés nous le diront, ou moi j'aurais un type en face de moi qui me dit, mon vieux, je vais te dire d'où je viens, bah, moi j'en sais rien. Mais toi, plutôt comment ils fonctionnent, c'est ça qui t'intéresse. Alors je dis, on peut commencer par là, parce que là on est prise dessus. Parce que finalement, c'est un salon du Bourget d'OVNI tout le temps. Ils nous font des démonstrations en vol absolument époustouflantes, ou même au sol, profitons-en. Comment faisaient les agents de la CIA, etc. pendant la guerre froide? Ils allaient au défilé de Moscou chaque année pour la Révolution, où il y avait toute la chasse soviétique qui circulait. Ils ne pouvaient pas toucher ces avions, évidemment, on ne les a jamais laissés rentrer sur une base, mais ils filmaient, ils photographiaient à gogo depuis la tribune des invités, et si tu savais le nombre d'informations qu'ils extrayaient sur ces avions, tu hallucines. Et ben moi j'ai fait la même chose, ce qu'on appelle de la rétro-ingénierie à distance, évidemment, on prend des photos, des témoignages, et j'ai commencé là-dessus. Alors j'ai beaucoup, comme tout le monde, barboté en ayant plein d'hypothèses. Alors bon, certaines personnes, effectivement, et je les comprends, on dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on aurait dans les choses qu'on maîtrise nous? On pourrait faire de la prospection lorentzienne, la force de Lorentz, ce qu'on appelait il y a 40 ans la MHD, enfin qui ne s'appelle plus comme ça s'appelle la prospection magnétoplastique ou lorentzienne, c'est le terme scientifique. C'est-à-dire on fait des champs électriques, magnétiques, et puis on accélère de l'air, un gaz ou n'importe quoi autour, et ça nous permet de tracer en n'ayant pas de banque sonique, donc de choc qui nous freine, etc. Bon, ce serait, pourquoi pas? Il y a des tas de chercheurs, pas seulement M. Petit, mais plein d'autres dans le monde qui ont défendu ça, surtout dans les années 50, au début des années 60. Mais ça ne tenait pas le coup à cause des manœuvres extrêmes. C'est-à-dire que ces manœuvres excluaient ça. Bon, déjà pour des pilotes, ils auraient été complètement écrabouillés. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Mais, alors il y a des gens qui me répondaient oui, mais tous ces gens qui voient des techniques que nous connaissons assez anciennes, la propulsion lorentzienne, on l'expérimentait déjà au XVIIIe siècle, c'est pas nouveau. Mais les expériences comme ça de propulsion, de mettre un fluide en mouvement par des champs électromagnétiques, c'est très vieux. Mais le problème, c'était pas ça. Le problème, c'était que même des matériaux sophistiqué. On n'est pas devant un bloc d'acier, on est devant une machine. Il y a des éléments, quels que soient ces éléments. Il est impossible, pour un point de vue de la loi des physiques, que quand on a une accélération, qui dépasse, par exemple, les 90 000 G, mesure le radar, ça c'est des choses mesurées. 90 000 G. Oui, parfois même plus, on est allé jusqu'à 200 000 G sur une accélération. On peut penser qu'un corps humain relativiste. Est écrasé là-dedans, on ne survit pas. Non, mais le corps humain c'était déjà exclu, même à 20 G c'est exclu. Mais non, mais là on parle qu'aucune matière que nous connaissons ne résisterait. Évidemment. Évidemment. Et même le bloc d'acier ne résisterait pas. Il faut, et encore moins des machines, c'est-à-dire des assemblages de choses forcément délicates, on peut supposer. Ouais. Et donc, le problème, c'est que je me disais déjà là, ça rend très peu probable des hypothèses d'un véhicule qui garde une inertie intacte, qui garde son inertie. Donc, il faut aller chercher dans des directions où on peut, d'une manière ou d'une autre, annuler cette inertie. D'accord ? Alors, pendant des années, je me disais, je n'ai pas d'hypothèse de travail. Je nageais comme tout le monde. J'avais vu les théories de certains pionniers du civil comme Brown aux États-Unis qui faisaient de l'électrocinétique, c'est-à-dire on fait des courants électriques sur de l'air ionisé puis ça accélère l'engin. On sait que les Américains ont même expérimenté certains avions comme ça labo pour voir ce que ça donnait. Bon. Mais, et puis les amateurs font des petits lifters avec du papier d'alu, etc. Mais ça ne rend pas compte justement toujours de ce problème des accélérations, etc. Et puis en plus il faudrait des centrales d'énergie qui pèseraient des millions de tonnes pour pouvoir donner le courant pour aller aux vitesses où on les voit. Voilà. Donc c'est pas réaliste. Alors, et je me disais, mais il n'y a pas des théories d'antigravité. Et puis là, je me suis rappelé, moi j'étais passionné de relativité restreinte et générale. Comme ça m'intéressait, parce que comme d'autres se passionnent pour, vous savez, qui se passionnent pour un truc en maths, d'autres qui se passionnent pour un truc en physique. Moi je trouvais ça très intéressant, j'adore les géométries de Minkowski, etc. C'est élégant, c'est joli, c'est beau. Ça ne veut pas dire que l'univers est comme ça, mais ça veut dire que c'est mignon. C'est comme les artistes qui aiment, je sais pas, le baroque ou autre. Et alors, et donc, je me suis dit, voyons ce que les relativistes nous proposent. Est-ce qu'il y a une possibilité? Eh bien oui, il y en a. C'est-à-dire que par exemple, quand certains grands spécialistes en relativité générale, qui sont à des années-lumière au-dessus de nous, c'est bien de le dire en relativité, on va montrer qu'en dérivant certaines équations de champ d'Einstein, on pouvait établir que par exemple un caillou, par exemple un astéroïde, qui serait éjecté à des vitesses de par exemple 80% de la vitesse de la lumière par l'explosion d'une étoile par exemple, ça peut arriver, et supernova ou autre, il y a des cailloux qui se baladent à des vitesses relativistes dans l'univers. Vaut mieux pas qu'on les rencontre, mais enfin ils se baladent. Je crois que c'est entre des étoiles, donc on n'a pas trop à craindre. Ouais. Et alors, il y avait des spécialistes en relativité, des cosmologues en relativité, qui avaient dit nos équations montrent qu'il y a un cône d'antigravité devant ce truc. C'est dû à la déformation de la courbure d'espace-temps dans la symbolique relativiste, et qui montre que dans cette zone, il y a une antigravité. Alors, ils allaient même plus loin, ils rêvaient, ils disaient si on arrivait à arriver là, à se mettre devant, on part avec lui. D'accord. Bon, comme pour se mettre devant, il faut déjà aller très loin, ça mettrait beaucoup de temps.
Mais enfin, ça montrait. Alors je me suis dit, tiens, c'est bien, ça veut dire qu'on a des pistes rigoureuses. Donc la piste là, en l'occurrence, c'est l'antigravité. J'ai vu qu'en mécanique quantique, il y avait un certain nombre de chercheurs qui avaient montré qu'il pouvait exister des états sans que la matière se désintègre. Évidemment, tout le monde disait, si on perd de la masse, c'est que ça se transforme en énergie. Mais non, il y a des cas où la structure atomique reste intacte et où elle peut perdre de la masse et de l'inertie. C'est pas qu'elle la perd, c'est qu'elle s'isole en quelque sorte de la communication avec le reste de l'univers. Alors il y a des gens qui ont montré que par exemple, si on pouvait créer par exemple une sorte de pellicule qui coupe l'information quantique, on pourrait le faire. Alors par exemple, certains ont montré que si on faisait un champ de lumière multifréquence, par exemple avec des lumières cohérentes sur un laser, autour d'un vaisseau sans aucun trou, ce vaisseau serait littéralement isolé de l'univers au point de vue des échanges d'informations. D'accord. Vous savez que la mécanique quantique, c'est surtout une théorie de l'information. On décrit les choses par des échanges de notre vaisseau serait isolé de toutes les lois de la physique. Non, il ne serait pas isolé des lois, et il serait dans son propre système. D'accord. Des lois habituelles. Et il n'aurait plus à subir un échange d'informations lui interdisant certaines lois avec l'extérieur. Donc, par exemple, il couperait l'infogravité, par exemple, pour faire très simple. Alors, c'est spéculatif, mais pourquoi pas? On a Alcubierre, ça tout le monde le cite sur Internet, qui avait montré qu'il n'est pas du tout interdit par aussi bien les équations de la relativité générale, enfin spéciale et générale, que par tout un ensemble de conséquences théoriques du modèle standard en mécanique quantique, d'envisager qu'un vaisseau, à condition qu'il dispose d'une énergie suffisante et surtout d'une masse suffisante, par exemple un petit trou noir, ne puisse pas déformer l'espace-temps de façon à faire une vague sur laquelle il se propulse, qui lui autoriserait même peut-être d'aller plus vite que la vitesse de la lumière. C'est-à-dire qu'il serait plus soumis à cet interdit absolu de la vitesse de la lumière. Il tricherait en quelque sorte. Et alors, tout ça me faisait commencer à me faire dire on a peut-être une possibilité un jour de creuser ça, d'avoir une modélisation théorique satisfaisante pour expliquer ces ovnis. Et puis finalement, le problème c'est que toutes ces théories, aussi bien en mécanique quantique, etc., décrivent bien des possibilités d'antigravité, mais ne nous donnent aucune piste pour le faire pratiquement, ou alors avec des moyens tellement énormes que même l'humanité avec tout son budget ne pourrait pas le faire. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut fabriquer de l'antigravité? Voilà, alors par contre, ce qui m'a attiré, alors ça c'est beaucoup plus tard, j'ai mis beaucoup de temps à découvrir ça, c'est dans les années 80, je me suis aperçu que dans l'histoire, je me suis repenché un peu sur l'histoire des sciences, toujours aller voir dans l'histoire des sciences. Et je me suis aperçu qu'il y a plein de petits bricoleurs dans leur coin, qui n'ont aucune science, qui avaient obtenu des effets de réduction de masse et d'inertie. Et ça ne fait aucun doute. Alors les plus récents, on les voit abondamment sur Internet, c'est Hutchison, H-U-T-C-H-I-S-O-N. Alors je précise que plus de 750 physiciens, dont des mandarins, ont été voir son labo dans son appartement, et donc il n'y a aucune tricherie, c'est avéré mais par des centaines de Cette scientifiques. personne est toujours... En quelle année? Il est au Canada, là. Ça, en ce moment. Il a commencé au début des années 80. D'accord, très bien. Ça fait plus de 30 ans qu'il opère dans son appartement. Et on peut laisser des gens travailler sur ce genre de procédé, ça gêne personne? Ah bah Hutchison, il dit lui-même qu'on lui a piqué 3 fois son matériel, l'armée. Pourquoi? Parce qu'une première fois, il avait des armes de collection anciennes, et c'est vrai que c'était pas très légal, mais tout le monde sait qu'en France, il y a aussi plein de gens qui ont de belles vieilles armes qui sont pas tout à fait légales, sans pour être des criminels pour autant. Et alors, ils ont pris ce prétexte parce qu'ils sont venus lui confisquer ses armes, ce qui était tout à fait légitime. La loi est la loi pour tout le monde. Mais ils ont confisqué tout ton labo, ça, il n'avait pas le droit. Il a fait un procès qu'il a gagné, mais ils n'ont jamais rendu le matériel. Et comme c'est un type qui n'est pas très riche, il a mis des années à le composer. C'est briquet de broc, il a acheté des vieilles antennes radar, des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment archaïque. Vous verrez sur la tête, il y a des photos de son labo, c'est vraiment le professeur tournesol, quoi, je veux dire. Et alors, il a refait son matériel, ils lui ont fait le coup une deuxième fois. Puis une troisième. Mais maintenant, il opère, je crois qu'il a déménagé. Alors eux, leur argument, c'était oui, mais vous comprenez, il faisait des effets physiques tellement dingues chez les voisins, les voisins pétaient les plombs. On parle de récupération d'informations, on vole l'information pour l'utiliser, ou quelque part, on ne voulait pas le laisser travailler tout simplement sur cette alors eux, ils disent c'est simplement parce que les effets étaient quand même trop nocifs parfois pour des voisins à distance. C'est faux. Ce qui est peut-être vrai d'ailleurs, parce que lui, il fonctionne de façon empirique. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend il fait des ondes stationnaires, c'est-à-dire qu'on envoie 2 ondes de même fréquence qui forment une onde stationnaire. Imaginez le cerceau dans l'eau, l'eau converge, les vagues convergent vers le centre, rebondissent et reviennent sur les vagues qui ont convergé en divergeant. Et si vous le regardez vous avez l'impression que les vagues ne bougent plus, donc le terme d'onde stationnaire. Ça fait penser un peu à la lévitation acoustique, les expériences qui sont menées en laboratoire. Des points communs, oui. Et alors, donc l'intérêt, c'est que des gens, aussi bien comme Tesla que plein d'autres, avaient dit dès qu'on touche aux ondes stationnaires, on touche en fait à la clé de la matière. Or, il faut savoir que jusqu'en 1904, la physique était très unie. Il n'y avait pas de plusieurs théories incompatibles. On avait une théorie cohérente qui passait par Huygens, qui a décrit les ondes, Descartes et Huygens qui ont décrit les ondes. Ensuite, on a eu Fresnel, Augustin Fresnel. Ensuite, on a eu Maxwell qui s'est occupé de la partie spécifique des ondes électromagnétiques pour les mettre en équation. Ensuite, on a eu Lorentz qui a
le premier établit le principe de relativité. Einstein s'est un peu attribué tout seul, enfin il n'était pas le seul, hein, il l'avait fait bien avant lui, et Poincaré, le frère du président Poincaré, qui est un des plus grands mathématiciens d'histoire et physiciens de l'histoire français qu'on a un peu oublié, qui lui avait fait la première théorie complète de la relativité restreinte. Einstein, après, s'est attribué en rajoutant une interprétation que je trouve magique, mais fondamentalement et en utilisant les géométries de Minkowski, qui était totalement inutile parce que son directeur de thèse avait connu Riemann et donc il voulait faire plaisir à son directeur de thèse. Mais en fait, il suffisait d'utiliser la géométrie euclidienne. Il n'y avait absolument pas de raison. Les équations standards de la mécanique ondulatoire qu'on utilisait depuis la fin du 19e siècle. Aussi bien Poincaré que Lorentz ont expliqué tous les aspects de la relativité dans un univers euclidien et pas un univers riemannien. Sans aucun problème, et il n'y avait pas de raison de passer à l'extrême complexité des espaces de Minkowski et ensuite des espaces de Riemann en relativité générale. C'était pas la peine, ça fonctionne, mais c'est multiplié par 1000 la complexité, c'est inutile. Et donc, moi je me suis dit, il faut reprendre la physique là où elle était naturelle, elle avait une filiation continue, et on ne se contentait pas de prévoir les effets énergétiques, on expliquait les causes. Or, la relativité n'explique aucune cause, la mécanique quantique non plus. La mécanique quantique, c'est pas grave parce qu'elle n'a pas la prétention de le faire. Pas de problème. Et elle dit elle-même, un jour on expliquera les causes, ce sera peut-être une autre mathématique que celle qu'on utilise. Hein. Ils sont très ouverts là-dessus. C'est pas un problème. Par contre, en relativité, il y a une sorte de religiosité qui nous a beaucoup freinés, je crois. Pourquoi? Parce qu'Einstein était une figure très attachante, c'est un type adorable. C'est un type qui n'a pas cette aridité, là, beaucoup de scientifiques. C'est un type qui était déjà, un jeune se reconnaîtrait dans le Einstein de 1940 ou 50. Il avait déjà des sweatshirts, des cheveux longs, etc. Et je pense que ça fait beaucoup pour sa légende. C'est un type qui est adorable, mais en même temps, c'est pas parce qu'il est adorable qu'il faut continuer à utiliser un système qui, d'une part, a des interprétations magiques. Parler de courbure d'espace-temps et de choses comme ça, je pense que c'est une interprétation magique. Parce qu'on peut très bien, Lorentz a expliqué ça par la contraction de la matière, pas celle du temps. D'accord? Ouais. Bon, enfin, on va pas rentrer dans ces débats. Donc, moi-même, je me suis donc occupé de toutes ces approches plus anciennes. Je me suis dit, quand une voie est devenue trop compliquée, à des conflits, parce que par exemple, la description de l'atome ne peut pas être décrite par la relativité générale et restreinte, et inversement. Ça veut pas dire qu'ils sont faux, ça veut dire simplement qu'il y a eu un divorce quelque part, et on va reprendre avant le divorce, quand le couple était bien uni. Et le couple était bien uni jusqu'en 1904. Lorentz, Poincaré, il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs, mais bon, ça c'est des figures de proue. Et je me suis aperçu qu'il y a des tas de gens brillants, des physiciens, qui ont suivi cette voie. Simplement, le problème, c'est que ces physiciens n'avaient pas de carrière à défendre. Alors, c'est des gens, par exemple, à mon avis, celui qui a le plus complété tout, qui a au fond retrouvé toutes les variables et les constantes de la physique, relativiste et quantique, à partir simplement des effets Doppler, des équations de Lorentz et de Poincaré. C'est un physicien canadien qui est mort l'an dernier, très âgé, qui s'appelait Lafrenière, mais qui avait plein d'autres chercheurs. Il y a des gens comme Markov, des physiciens officiels d'ailleurs, belges, certains français qui voulaient garder l'anonymat parce qu'ils ne voulaient pas avoir de problème avec leur carrière, ce que je peux comprendre. La physique française est une vieille dame qui est très susceptible, mais qui ont travaillé avec lui. Donc il y a quand même tout un paquet de gens extrêmement brillants qui ont travaillé. Puis Lafrenière était un type qui n'ayant pas de carrière, je crois qu'il enseignait dans l'école polytechnique, je me rappelle bien. Donc lui, il n'avait rien à défendre, il s'en foutait complètement. Donc lui, c'est lui qui était la figure officielle en quelque sorte apparente. Et allez voir le site qui s'appelait Glafrenière, Glafreniere, qui explique de A à Z. Alors bon, il y a l'explication de base, mais c'est quand même fait pour des gens qui ont, disons, je dirais, à l'arrivée à niveau 3e cycle, même si les mathématiques utilisées sont simples, parce que les mathématiques de Lorentz ou de Poincaré sont simples, mais les concepts sont quand même très évolués. Mais on peut s'y attaquer, et c'est les gens qui ne comprennent pas, ils mettent suffisamment d'animation 3D qui leur font comprendre intuitivement un truc. Et alors ça, c'est de la physique pure et dure, qui est même beaucoup moins, d'une certaine manière, fantasme que la mécanique de la relativité. On est dans la mécanique pure, la vraie, hein. C'est inattaquable. Et on s'aperçoit qu'on peut décrire la totalité de la matière sans aucun problème. Aujourd'hui, donc, on a reproduit et surtout, l'antigravité sort naturellement. C'est-à-dire qu'on montre, j'explique très simplement, on montre que le problème, bon, je précise qu'il y a une loi en physique, c'est le principe de conservation de l'énergie, que les physiciens appellent le théorème de Noether, qui le décrit, c'est qu'il y a toujours équilibre d'énergie dans l'univers. Tout est équilibré, sinon il pèterait pour l'univers. Donc, tous ceux qui vous disent qu'il y a des violations de la loi de conservation de l'énergie, c'est faux. Vous pouvez être certain à 100% que c'est faux, c'est faux. De même qu'il n'y a pas d'énergie libre, gratuite, etc. Mais par contre, il y a des moyens plus intelligents d'utiliser tout ça. Alors,
si vous voulez, en fait, l'univers, on prend l'univers pour vide. Ça n'a jamais été démontré, c'est un parti pris. Les expériences de Michelson indiquent simplement que l'éther du 19e siècle fait de billes ou de miel, si vous voulez, assimiler une image comme le miel, comme une sorte de pâte homogène ou de liquide, de billes, etc. Et évidemment que ça n'existe pas, il n'y a pas de vent d'éther ni rien, et ça Michelson l'a bien montré, c'est tout à fait exact. Mais ça ne veut pas dire que c'est vide. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on sait par la mécanique quantique que les particules émergent. Vous savez qu'en dessous de la longueur de Planck, qui est la fréquence la plus élevée qu'on connaisse dans le monde physique, on sait qu'il y a la mer de Dirac, Dirac avait découvert ça, qu'il y a des tas de fluctuations qu'on met en évidence pour ceux qui sont scientifiques dans l'expérience dite de Casimir, qui prouve que le vide, entre guillemets, est un bain d'ondes. C'est pas un éther, pas d'éther. L'éther, c'était autre chose, c'était une sorte de matière. Là, on parle d'ondes, simplement. Ces ondes, c'est des poussées, d'accord? Et ces poussées, effectivement, créent tout un système d'ondes qui est son propre médium, en quelque sorte. Il n'y a pas besoin de trouver la poule ou l'œuf, en fait. Ouais. C'est à la fois l'œuf et la poule, en réalité. Et l'œuf, en créant sa poule, crée en quelque sorte les autres œufs. Voilà. D'accord. Et ça explique le Big Bang. Ouais. Et ça explique l'espace et le temps. L'espace, c'est des ondes stationnaires, de ces vibrations fondamentales qui sont à la longueur de Planck, c'est-à-dire 10 puissance 33 mètres, qui est la fréquence la plus élevée qu'on connaisse, et pour cause, c'est celle de l'espace-temps, et qui génère après des ondes secondaires de basse fréquence, qui forment des électrons, qui même forment la matière et tout le reste. Et donc, la gravité, c'est simplement que les ondes de cet espace-temps sont planes, parce qu'elles viennent de l'infini, de tous les points. Les ondes de la matière, c'est des ondes stationnaires, mais elles émettent aussi des ondes propagatives, tous les champs qu'on connaît, sont des ondes de petit diamètre. Tout petit, c'est très rond. C'est comme les ronds dans l'eau, vous êtes près de la source. Et que, à force, à énergie égale et force égale, une onde plane, ça tous les acousticiens et les opticiens le savent, une onde plane exerce une pression d'onde légèrement plus élevée qu'une onde courbe. Mais à force égale, on ne viole pas le théorème de Noether. Cette petite différence, c'est pour ça que la force de gravité lui paraît si petite par rapport aux autres. Tous les physiciens te diront ça, la force de gravité, elle est bien faible. Vous vous demandez pourquoi. Ben voilà, petite différence de pression. Et que donc, si on peut augmenter de manière ou d'une autre la contre-pression de la matière, que ce soit une partie ou un objet, on a ce qu'on appelle l'antigravité. C'est très simple. Donc cette antigravité, aujourd'hui, elle est acquise. Eh bien, bon, maîtrisée. Et en tout cas maîtrisé par d'autres que nous, ça c'est certain, parce qu'on voit des hommes. Mais je parle par nous. Alors, il se trouve qu'il y a des tas de chercheurs empiriques, des types qui étaient probablement des nouilles en physique, qui ont fait des montages empiriques. On cherche, et puis ça bidouille, et ça marche comme Hutchison. Et ça marche très bien. Et alors, moi je pense que s'il y a des petits mecs comme toi ou moi, d'autres, qui ont fait de la bidouille dans leur cuisine, et que ça marche, je me doute que l'armée, elle, a dit, si des connards comme ça font de la bidouille, nous, les gros, avec nos milliards de dollars, on va le faire aussi. Bon. Tu penses qu'on est allé sur Mars ou pas, alors? On est déjà allé sur Mars ou pas, Jean-Marc? Alors, si on en croit les whistleblowers, c'est-à-dire les donneurs d'alerte, mais attention, on parle de ceux qui étaient à la conférence de Washington de 99, des généraux 3 étoiles de l'US Air Force, on ne parle pas de n'importe qui. Quand il y a des mecs comme ça qui te disent nous avons fait nos premiers atterrissages sur la Lune en 58, notre premier atterrissage sur Mars en 62. Tu veux dire 11 années avant la date officielle? Oui, en 62, avec des engins antigravitationnels, c'est-à-dire qu'ils ont une vitesse relativiste. C'est-à-dire, imagine des engins où tu fais Terre-Mars en moins de 30 minutes. Alors Apollo, tout ça? Par exemple, à 80 ou 90% des vitesses de lumière. Donc tu remets en cause l'atterrissage officiel du 21 juillet 69? Moi, je ne remets rien en cause. Je dis simplement qu'on a des whistleblowers très sérieux, d'autres indices, certains ont trouvé des indices documentaires, etc., des recoupements, qui semblent montrer que ça n'est pas forcément impossible. Ou ces types disent tous des conneries. Alors pourquoi vous voulez que des gens qui risquent leur vie, ils le disent, certains ont été réellement menacés, on peut le prouver, et pris des risques pour une gloriole qui me paraîtrait bien éphémère s'ils finissent mal, auraient pris ce risque pour ça. Ça me paraît idiot. Alors moi je ne dis pas que c'est une preuve, je dis simplement, dans ces cas-là, on fait des enquêtes sérieuses pour beaucoup moins que ça. C'est ce qu'on appelle des indices convergents qui méritent une enquête sérieuse. Voilà. Bon, moi ça me donne un peu le vertige, tout ce que tu racontes. C'est vraiment, je pense, pour moi et pour les gens qui sont novices dans tout ça, ça veut dire que là, avec tout ce que tu es en train de nous dire, on pourrait penser que finalement l'homme a déjà été bien au-delà de notre système solaire avec une telle maîtrise de technologie. Ça fallait qu'il l'a fait, mais tout est possible. Tout est possible. Et alors ce qui est très, très intéressant, c'est que, par exemple, beaucoup d'astronautes, par exemple, qui sont tenus au secret militaire. Tu peux nous donner un nom, par exemple, un exemple? Tous, que ce soit Mitchell, que ce soit Armstrong, etc., ont tous à demi-mot dit qu'ils avaient rencontré des véhicules extraterrestres, et certains ont même fait des allusions en disant certains étaient peut-être des nôtres en fait. Bon, et ils ne le disaient pas clairement, c'est toujours en off, par des allusions indirectes. Moi je me souviens que j'ai
c'est des cousinages, mais tellement lointains, qui s'appelait Russell Schweikart, Rusty Schweikart, qui essayait de l'EM lors de l'Apollo. Il n'a pas été sur la Lune ni autour, il a seulement fait les essais en orbite terrestre. C'est moins expliqué, mais il faisait partie de tout le groupe des mecs d'Apollo. Et c'est un petit astronaute du programme Apollo. Les plus gros, c'est ceux qui ont été sur la Lune, évidemment. D'accord. Mais ceci dit, il était dans le staff, comme on dit. Hein. Et alors lui, comme c'est un très lointain cousin, il se trouve dans les années 70, il avait fait une réunion en Alsace, il avait été invité évidemment. Alors il y avait tous les cousins, arrière-cousins, etc., des patelins alsaciens de sa famille qui étaient d'origine alsacienne avant de s'installer aux États-Unis. Et il y avait un grand dîner qu'on avait fait dans un bon restaurant Alsaco. Et alors moi, quand je parlais l'anglais, beaucoup venaient de la campagne, ne parlaient pas bien l'anglais. Alors moi, j'en ai profité pour un peu discuter avec lui. Et je lui ai dit, écoute, c'était 3 ans après la fin du programme Apollo. Je lui ai dit, écoute, on va pas se le cacher, les 3 derniers vols, ils avaient construit les fusées. Les fusées, ça leur coûtait beaucoup plus cher d'avoir fait le vol. Donc ne me dis pas que c'était pour des questions de pognon qu'ils n'ont pas fait le vol, ça coûtait plus cher d'arrêter que de ne pas les utiliser. Puisqu'on avait payé tout le monde, tout était payé, alors autant les utiliser. Alors j'ai dit, moi l'histoire, on n'avait plus de fric pour ça, c'est une foutaise. Et alors lui, il m'a dit, écoute, tu sais très bien que je suis un militaire, la plupart des astronautes Apollo, presque pas tous, mais presque tous étaient des militaires gradés, hein, de la Navy, de Air Force, etc. Donc ils avaient un serment à la nation qui était sacré, hein, ils n'allaient rien révéler, cela il ne faut pas compter. Alors il m'a dit, tu dis bien que j'ai rien à te dire, surtout un type comme toi. Hein. Et de toute façon, je respecte mon serment. Alors je lui ai dit, écoute, je te demande pas de trahir ton serment et de toute façon tu le ferais pas. Mais je lui ai dit, est-ce que tu peux me dire simplement, comme on dit, donner un indice sans rien trahir. Et il a donné une phrase que je trouve extraordinaire. Et j'ai découvert récemment que d'autres astronautes avaient fait la même chose. Hein. C'est une phrase extraordinaire. Il m'a dit, we weren't welcome. Nous n'étions pas les bienvenus. Il ne m'a rien dit, il n'a rien trahi. Mais moi, j'ai l'impression qu'il nous a tout dit, en fait, dans cette phrase. On peut l'interpréter comme on veut, parce que quand on dit nous n'étions pas les bienvenus, alors évidemment, les gens les plus hostiles à toute théorie d'extraterrestre ou quoi que ce soit, d'aliens, diraient « Oui, mais mon pauvre Jean-Marc, tu rêves encore, tu prends tes désirs pour des réalités, le type, il t'a certes dit ça, mais ça peut dire que peut-être qu'il y avait tellement de radiation sur la Lune qu'avec nos technologies, nous n'étions pas les bienvenus, sous-entendu, les conditions sont tellement hostiles sur la Lune, la gravité n'est pas suffisante pour qu'on ne perde pas son calcium, on pourra imaginer ce qu'on veut. Peut-être qu'il a voulu dire ça, mais moi je pense qu'il a voulu dire surtout, nous n'étions pas les bienvenus, sous-entendu, il y avait du monde, peut-être pas envie. Et alors les gens vont dire, ah oui, ça veut dire qu'il y a plein d'extraterrestres qui sont absolument méchants et qui nous disent, tirez-vous les cognitifs. Pas du tout, c'est une interprétation qu'on peut faire. Mais on peut aussi faire une troisième interprétation. Je vous rappelle, première interprétation, les conditions naturelles sont tellement hostiles qu'on n'est pas les bienvenus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y rester, d'accord? Deuxième interprétation, il y a des gens extraterrestres qui n'ont pas envie qu'on reste. Troisième interprétation, tu as des gens terrestres qui se sont déjà installés et qui n'ont pas du tout envie que des techno-primitifs de la NASA viennent les emmerder, d'accord? Par exemple des militaires. Voilà, c'est les 3 interprétations qu'on peut faire. Alors je ne dis pas que la mienne est la bonne. Moi, mon interprétation, c'est l'armée américaine ou plusieurs armées, ça peut être peut-être tout l'OTAN, je ne sais rien, mais en tout cas des forces de type militaro-industriel sont déjà installées là, avec des technologies antigravitationnelles, et ils n'avaient pas du tout envie qu'un espace civil, plus tard commercial, d'abord étatique et commercial après, aille éventer le gâteau, quoi. Voilà. C'est mon hypothèse, mais ça n'engage que moi. J'ai peut-être totalement tort. Mais moi, à force d'avoir vu comment ça se passe dans ces milieux, tout le monde le connaît, je dis ça ne m'étonnerait pas. Mais j'ai peut-être tout tort. Merci beaucoup Jean-Marc. C'était très enrichissant. Est-ce qu'il y a un site où les gens qui s'intéressent un peu à tes travaux peuvent aller voir? Non, il n'y a pas de travaux. Moi j'ai simplement fait une série de petits articles sur ce que je pensais des proto-secrets américains. Intéressants ou non, d'ailleurs, non, on en a mais j'ai pas de site. Moi je m'occupe tout à fait autre chose. J'ai continué mes travaux dans d'autres domaines qui n'ont aucun rapport avec l'antigravité, etc. Non, je pense que ce qu'il faut... Alors je conseille le site de Lafrenière parce que là on a de la science pure et dure qui à mon avis représente la voie que va reprendre la physique au XXIe siècle et qui nous débloquera tous ces genres d'énergie. On pourra le faire très facilement sans aucune difficulté. Ce sera aussi courant que l'électronique ou l'aérodynamique. Donc allez voir le fil de Lafrenière, GL. Hein. Deuxième chose, pour les sites parlant d'armes secrètes américaines, je pense que le projet Disclosure, Project Disclosure, ça veut dire projet de dévoilement, de révélation. Project Disclosure est intéressant parce que Project Disclosure ne prend que des gens qui ont un passé très élevé dans l'armée, dans la science, et on a tracé leur curriculum. D'accord. Alors ces gens peuvent dire des conneries, c'est peut-être même des gens qui veulent nous désinformer, sait-on jamais. Tout est possible en matière de géopolitique, de trucs militaires, etc. Tout est possible. Mais en même temps, quand on voit les risques qu'ils ont pris,
les inconvénients qu'ils ont eu après. Et les postes élevés qu'ils ont. Avant, je disais pourquoi ils sont masochistes, je sais pas, mais pour moi, il y a un accent de vérité. Surtout que ces sites Project Disclosure, Disclosure Project plutôt, ils te mettent les vidéos de toutes ces conférences faites à la Maison de la Presse de Washington. Et tu vois que ces types sont sincères. Et alors, c'est des acteurs fabuleux. Il faut leur faire une carrière dans Hollywood. Voilà. Merci Jean-Marc, encore une fois de plus. On espère peut-être aux prochaines rencontres, peut-être 3e édition. On espère, on aimerait bien parce que c'est vraiment passionnant et on est vite pris dans le sujet. En tout cas, merci encore. Mais attention, je dois dire, alors une dernière chose, si tu me le permets. Moi, ce que j'invite, c'est surtout des jeunes, ils ne sont pas obligés de le faire nominalement. Moi, par exemple, comme j'ai pas de carrière, j'ai rien, je suis quelqu'un qui est complètement un homme très simple, etc. J'ai subi ce que subissent tous les gens qui sont honnêtes dans ce domaine. C'est qu'on a des campagnes de diffamation, c'est classique, mais c'est normal. Je veux dire, on ne choque pas parce que de toute façon, dès que l'on sort des choses qui heurtent le train-train habituel, c'est normal qu'il y ait des réactions et c'est très bien. Je ne suis pas contre. Mais donc les jeunes, s'ils ne veulent pas, parce qu'ils ont une carrière à défendre, ils ont une vie à construire. Mais quand je vois des jeunes ingénieurs, etc., il y en a certains qui m'avaient appelé, je leur disais, mais foncez, simplement faites-le sous l'anonymat. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin n'espérez pas une célébrité un jour où on dira c'est le mec qui a redécouvert l'antigravité. Faites ça pour servir l'humanité. Il faut servir son prochain. On peut servir son prochain comme l'abbé Pierre, on peut servir son prochain comme l'homme ou la femme qui va aider des petits jeunes en banlieue qui ont du mal à lire et à écrire. Eh bien c'est une aide qui est tout aussi noble, tout aussi humaine, d'essayer de comprendre en se trompant, en ayant raison parfois, tort d'autres fois. Et je trouve qu'au lieu de rigoler, de ricaner ou d'injurier les gens qui font ça, ils ont le droit à l'erreur, c'est nouveau. C'est des gens qui finalement font beaucoup de sacrifices, je pense à tous les enquêteurs, ufologues, etc. Moi j'ai une immense estime pour ces gens, même si parfois on rigole, on dit arrive à des conclusions, mais ça c'est un peu le mépris des riches face aux pauvres. Vous voyez, et je dis, alors je dis aux jeunes, n'ayez pas peur, vous vous protégez pour votre carrière à l'ère d'Internet. Vous prenez un pseudo comme vous faites sur Tweet ou autre. Allez-y. Et allez-y. Et vous, même si vous faites super-héros, INSMA, c'est les grandes écoles, l'aviation, ou même si vous faites Polytechnique, vous le faites sous le coup de l'anonymat, mais vous ferez profiter et on fera avancer les choses à un autre niveau. De votre science. Vous ferez avancer les choses. Vous pourrez contrer tous les gens malhonnêtes qui en disant moi je suis physicien qui n'ont jamais étudié le problème, qui ne connaissent rien, qui ne sait le bidon, je vous mets quelques équations, là pourrait dire attendez les mecs vous foutez de notre gueule, les équations elles tiennent même pas une seconde. Moi je suis bac plus 12, je peux vous dire que ça tient pas. Mais vous le ferez sous de l'anonymat. Et vous ferez avancer les choses. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut procéder. Parce qu'il est normal que le monde, une société réagisse à ce qui est trop nouveau pour elle, c'est tout à fait normal. Il n'est pas question non plus que les gens qui s'attachent à l'ufologie ou à des sujets comme ça foutent en l'air leur carrière, pour rien. Avant on ne pouvait pas, parce qu'avant il fallait donner son nom, mais à l'ère d'Internet, tout le monde a des pseudos, je sais pas, loup-garou, je sais pas, ovni doré ou ce qu'on veut, et puis on ne saura pas qui vous êtes. Par contre, vous ferez profiter votre prochain de votre savoir, de votre compétence, et vous aiderez l'humanité, ou même c'est aussi important que de faire l'humanitaire en Afrique, ou de s'occuper des réfugiés syriens. J'espère que le message passera. Merci encore Jean-Marc. C'est moi qui te remercie. À bientôt.